c'est vrai que pour moi aujourd'hui, l'informatique, ça reste quand même un secteur où on n'est pas forcément obligé d'avoir un diplôme. On est dans un secteur d'activité où il faut avoir conscience que on doit être en apprentissage continu. Si jamais on n'est pas capable de vulgariser un concept technique à un non technique, on va le perdre. Et le dernier conseil que je dirais, c'est de pas courir après toutes les technos. Ouais, On est tous passés par là, je pense, en tant que débutants, clairement. mais Et on fait tous l'erreur, j'ai l'impression, on fait et tous on l'erreur, apprend. je l'ai également fait. Alors bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce podcast dédié à l'écosystème tech, data et IA, animé par des professionnels et des passionnés du domaine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florian Pelletier. Bonjour Florian, Bonjour Michael. j'espère que tu vas bien. Bah, très bien, et toi? Ça va super. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui, dans le podcast. Si je peux faire rapidement un petit résumé, Florian, je travaille aujourd'hui en tant que consultant BI, Oui, principalement dans l'écosystème Azure, avec les technologies du type Fabric, AI Foundry, Databricks également. Je suppose que ça t'a mené à travailler avec plein d'entreprises différentes, donc tu as pu voir pas mal d'environnements divers et variés. Tu viens en plus à la base du domaine militaire. c'est Ce ça, sera tout à super fait, oui. intéressant d'avoir ton retour d'expérience là-dessus et de voir même comment la transition s'est opérée. Et avant de discuter de tout ça, est-ce que tu peux commencer par te présenter, Florian, dire qui tu es, d'où tu viens? Oui, bien sûr. Alors, donc Florian Pelletier, j'ai 35 ans, je suis originaire de Strasbourg. Et aujourd'hui, donc, comme tu l'as dit, je suis consultant BI chez Activision Strasbourg. Donc aujourd'hui, je suis spécialisé sur justement la technologie Microsoft Fabric. Et de manière beaucoup plus globale sur l'environnement Microsoft. À savoir que Activision, donc c'est une entreprise qui est spécialisée dans la data. Donc on est présent à Strasbourg, donc qui est le siège, sur Paris, Lyon, et également récemment, depuis peu, sur Montréal, au Canada. Donc l'entreprise se développe à l'international. Tout à fait. Top. Donc on a une présence maintenant en Amérique du Nord et malgré tout, on travaille également en tout cas pour des clients qui sont à l'étranger, donc de manière distancielle. Donc, vous avez beaucoup de clients par hasard à l'étranger, au Canada du coup? Alors je sais pas, moi j'ai pas de suivi concret sur le Canada. Je sais que ça se développe. Après le marché est quand même un petit peu différent par rapport à Ouais. ici. Donc il y a déjà beaucoup plus de concurrence. Enfin la concurrence est déjà beaucoup plus rude. Euh, Après, au-delà de ça, je pourrais pas m'avancer parce que, comme dit, je m'occupe Ouais, du bien suivi sûr. commercial sur cette partie-là, mais en tout cas, ça se développe bien. Ouais, mais c'est vrai que c'est une culture complètement différente. Quand bien Tout même à on fait, partage la même langue, la culture est quand même très différente. Elle est assez proche de la culture anglo-saxonne tout à fait. et ouais, mais c'est super intéressant d'avoir cette info et du coup, tu disais que tu es basé à Strasbourg. Oui, Très à belle ville Strasbourg, oui. d'ailleurs. Parfait, merci. Est-ce que, avant de démarrer sur, ce que tu fais aujourd'hui dans ton boulot, est-ce qu'on peut faire un rappel sur ton parcours? Il ressemble à quoi? Heu, Oui, bien sûr. Alors, savoir que moi, j'ai pas du tout un profil académique, j'ai plutôt un profil très atypique, étant donné que déjà de base, en fait, j'ai pas d'études, j'ai pas de diplôme, donc officiellement, j'ai juste le niveau bac. Euh, et donc, je suis rentré à l'armée, on va dire sans études. Donc j'ai fait 6 ans dans une unité spécialisée dans l'armée de terre, dans le milieu opérationnel du coup, lié au domaine de l'information. À tu ce étais déjà milieu-là, dans la data quelque part? quelque part un petit peu, donc on retrouve pas mal de similitudes. Donc c'était plutôt un métier opérationnel et pas technique, mais c'est vrai qu'on travaillait quand même avec des analystes, etc. Euh, donc j'ai déjà un pied dedans au niveau de la chaîne d'information. Ben voilà, ça reste de l'exploitation d'information, donc c'est des choses, on va dire, qui sont assez semblable à ce qu'on peut retrouver dans le milieu de la data. Sauf que, par exemple, dans le domaine dans lequel je travaillais, on travaillait plutôt dans une logique de données noires. C'est-à-dire que si on compare par rapport à la data dans le domaine business, on a des données et à partir de là, on se fixe des objectifs qui sont smart. Là, on a des objectifs, mais on ne sait pas forcément d'où vient l'information. Soit on l'a, ou alors elle n'est pas suffisamment solide pour l'exploiter, ou alors on l'a pas du tout. Il faut aller la chercher. Donc c'est une approche qui est complètement différente.
Donc j'ai fait 6 ans dedans et à partir de là, donc à la sortie de l'institution, j'ai occupé différentes casquettes. Donc j'ai pu évoluer comme responsable marketing pour 2 structures. J'ai pu travailler également dans la finance et dans le milieu publicitaire. Donc c'était dans le cadre d'une régie publicitaire pour un groupe de presse. Donc à partir de là, j'ai eu différentes casquettes. Donc même si j'ai pas forcément eu de parcours académique, en quelque sorte, j'ai fait mon propre MBA dans des C'est thématiques et des ça. domaines complètement différents, par expérience que de manière académique. Et dans chacune de ces expériences, au final, la data ou l'IA était déjà présente. Et tout au long de ce parcours, justement, ça revenait régulièrement. Et même moi, dans ma manière de travailler, je me posais pas mal de questions sur comment optimiser certaines choses, comment aller plus vite ou comment faire mieux. Et très souvent, en fait, ça m'orientait vers la data. Donc à partir de là, j'avais décidé de suivre un bootcamp data analyst, puisque, comme je disais, toutes les réponses que j'avais à mes questions m'orientaient vers ce chemin-là. Et je me suis dit que c'était peut-être une bonne porte d'entrée pour voir justement si c'était fait pour moi et m'assurer qu'en termes de niveau technique aussi, c'était pas trop élevé. Parce que j'avais un peu peur à ce moment-là de suivre un parcours, on va dire, data engineer ou data scientist. Et j'avais peur derrière, en fait, de décrocher, mais au final, Ouais. ça c'est C'était un plutôt, saut dans l'inconnu. c'est ça. Même si voilà, j'avais pris quand même pas mal de temps pour poser des questions autour de moi, des experts qui étaient déjà dans le milieu pour m'aider un petit peu. Et donc ça, c'était justement la première porte d'entrée dans le milieu de la data. Et par la suite, donc j'ai rejoint directement le monde du conseil en tant que consultant BI. Et ce qui est marrant, c'est qu'au final, j'ai pas du tout démarré comme data analyst et j'ai démarré tout de suite comme data engineer. Ouais. Bah, c'est souvent le pattern que beaucoup de personnes suivent, hein. Je pense pas qu'il y ait un parcours pour devenir data engineer. On peut directement l'être, de même pour le rôle de data scientist et data analyst, ça reste quand même des rôles très différents, donc Très différent, oui. Mais après, ce qui est, je pense que, parce que j'ai déjà eu pas mal de questionnements, déjà, moi, sur LinkedIn, comme je suis très actif dessus, de personnes, justement, qui étaient en phase de reconversion ou qui souhaitaient ajouter une brique, peut-être, data à leur métier, qui se posaient justement pas mal de questions. Donc, c'est vrai que pour moi, aujourd'hui, l'informatique, ça reste quand même un secteur où on n'est pas forcément obligé d'avoir un diplôme. Même si voilà, en France, on a encore cette mentalité de devoir passer un master, de montrer patte blanche ouais, avec un diplôme. On est encore loin de la culture anglo-saxonne, mais je trouve que ça commence à s'ouvrir, enfin en tout cas les mentalités commencent à s'ouvrir sur ce sujet-là. Maintenant, ouais, j'en suis la preuve concrète, ça change beaucoup. mais le chemin est quand même difficile. Le chemin reste D'autant quand même plus extrêmement qu'on difficile. on travaille quand même dans un secteur où tout évolue très vite, où quasiment tout s'apprend sur internet et souvent il arrive même que les formations plutôt universitaires sont un peu, on va dire, en retard par rapport aux demandes qui sont sur le marché. Je l'ai moi-même vécu de mon expérience parce que du coup, moi, j'ai suivi ce parcours académique et bah, parfois même, il y a un gros manque, dans ce même parcours académique. On parlait par exemple du métier de data engineer. Moi, à l'époque où du coup je faisais mon parcours universitaire, on n'avait même pas de formation pour être data engineer. Peut-être qu'aujourd'hui, en 2026, ça a changé, mais je me rappelle qu'à l'époque, c'était énormément de masters plutôt liés au métier de data scientist et là encore, c'était très récent. Ou alors on était carrément sur des, domaines liés à la statistique, qui sont quand même des domaines très proches de la data, comme par exemple des masters pour devenir, chargé d'études statistiques. On faisait, des analyses sur R, SAS, des langages comme ça et donc enfin, c'est quand même un métier, je trouve, où, disons que l'essentiel, peut s'apprendre sur internet, quoi. Oui, après, c'est vrai que maintenant, il y a de plus en plus de formations, que ce soit qui délivrent de toute façon soit des bachelors ou des masters, ou alors tout simplement des bootcamps. Mais encore une fois, il faut faire quand même attention au contenu. Et on peut trouver des très bonnes choses comme des choses où, Tout à fait. un peu plus dépassées. Et ce qui est difficile justement dans le milieu de l'informatique de manière générale, pas que à l'IT, c'est vraiment de suivre le rythme en fait par rapport aux évolutions. Exactement, ouais. Déjà, nous, on a du mal à faire de la veille constante. On voit que du jour au lendemain un outil qu'on utilise C'est ça, fréquemment ouais. à une refonte en termes du X, du Y, donc tout est à revoir. Enfin, Ouais. parfois c'est pas évident. Faut constamment se mettre à jour et c'est effectivement quelque chose qui fait toute la différence au final.
Mm. Tout à l'heure, tu citais tous les, enfin, quand tu parlais de ton parcours et des différents métiers, enfin, dans les différents, ouais, enfin, les différents métiers que tu as pu faire. Donc, tu es passé par le domaine militaire, puis tu as enchaîné avec le domaine marketing et puis la finance, si j'ai Oui. bien compris. Est-ce que parmi ces expériences, enfin, il y a quelque chose précis qui t'a donné envie de travailler dans la data? Est-ce que dans un de ces domaines, il y a vraiment un moment où tu as peut-être été confronté à du traitement de données et tu t'es dit que ça pouvait vraiment être intéressant et que tu pouvais en faire ta carrière? Alors, c'était pas du traitement de données directement, mais si on reprend un petit peu mes différentes expériences, par exemple dans le marketing digital, j'avais plutôt un poste assez touche à tout. Et c'est vrai qu'il y a eu, on va dire, deux périodes où ça m'a donné envie de franchir le pas de la data. C'est déjà par rapport à la gestion des publicités. Donc forcément, Ouais, quand on fait du Google Ads, derrière, on a très souvent du on a que de Google la data. Analytics pour les retombées, Mmh. etc. Donc c'est déjà de la data. Donc là, on est plutôt dans le web marketing. Donc voilà, c'était déjà des choses qui commençaient à émerger de mon côté. Et à côté de ça, je faisais beaucoup d'analyses de marché, de pricing. Et je cherchais pendant cette période des moyens d'automatiser un petit peu la récupération de données pour faire mes analyses. Et par hasard, j'étais tombé justement sur les méthodes de scrapping. Donc encore Ouais. une fois, on tombait sur un autre pan de la data. C'était avec du Euh, Python, non? du Python exactement, Selenium, ouais. Je suis c'est passé par ça. là aussi. Donc voilà, je trouvais qu'on pouvait faire des choses très intéressantes de manière automatisée. Donc j'avais gardé ça dans un coin de ma tête. En finance, là pour le coup, donc moi j'étais spécialisé dans le rachat, le regroupement de crédit pour le OK. numéro en France. Et c'est vrai qu'on avait une solution en interne pour l'analyse des différents documents, des dossiers, des calculs, qui nous permettait justement, avec l'IA, d'automatiser une bonne partie de nos calculs pour gagner du temps sur le montage de nos dossiers avec nos partenaires bancaires. Mais ce qui était intéressant, c'était aussi la détection de fraude sur les documents. Donc on a une IA qui était très très bien faite à ce moment-là, qui permettait de détecter et de dire bon, voilà, attention, on a une suspicion de fraude, ou alors c'est vraiment un document qui est frauduleux parce que voilà, il y a certains patterns et certaines choses. Est-ce que je peux te Euh, demander c'était en quelle année pour, se situer par rapport aux technologies du moment à cette époque-là? alors sur la partie finance, donc c'était peut-être il y a 3 ou 4 ans. OK, Juste effectivement pour redonner le contexte, c'est en 2023-2024 exactement. OK. Donc voilà, c'était une entreprise qui avait justement des data scientists, donc qui aidaient à développer justement cette solution qu'on utilisait en tant que conseiller, qui était plutôt pas mal faite. Et dans le milieu publicitaire, donc forcément, comme je travaillais en régie, moi j'étais au milieu entre les clients, la vente et les différents services qu'on peut retrouver. Donc j'étais chargé justement de la mise en place et du suivi des publicités pour nos clients. Donc forcément, j'étais en lien avec les personnes qui géraient les publicités. Donc derrière, ça implique ben, le tracking et le suivi forcément des chiffres. Et au-delà de ça, on avait un partenaire justement qui avait développé une solution IA qui permettait d'aller un peu plus loin que ce que propose nativement Google Ads. On avait beaucoup plus de granularité en termes d'analyse pour nos publicités. Et donc on travaille régulièrement avec cette entité-là. Et encore une fois, donc c'est toujours de la donnée en fait qui revient dans le domaine. Ouais. Et je me suis dit bon, ben, à un moment donné, par rapport à toutes ces différentes expériences, je pense que ce serait intéressant justement de se lancer, et de commencer à creuser un peu plus loin. Peu importe où tu allais, tu devais traiter de la donnée, l'analyser, C'est ça, et ça rejoint ce qu'on dit tout le temps, hein. Au final, ouais, on retrouve de la donnée partout et peu importe son rôle, à un moment donné, il faudra, analyser ces données, quoi. ouais. Bah pour moi, je pense qu'aujourd'hui c'est important. Je pense que n'importe qui travaille enfin dans n'importe quel service de toute façon doit à un moment donné s'intéresser pour évoluer, doit s'intéresser à la donnée. Pour moi aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est même pas l'argent. Pour moi, c'est vraiment l'information. Tout à fait. À mon niveau, enfin la vision que j'ai par rapport à la data, c'est que la data, à mon sens, c'est la matière première justement de cette information, quoi. Et à Et partir ça de rejoint là, c'est ce qui permet justement avec cette information-là, de décider, d'aller plus vite, de réduire des incertitudes.
Et ça a encore beaucoup plus de valeur aujourd'hui dans le contexte des développements des IA, Oui, où c'est, pour reprendre la même expression que tu as utilisée, la data, c'est le nerf de la guerre qui permet de développer toutes ces IA. Sans cette donnée, rien n'est possible. Top, bah, merci en tout cas pour, le détail de ces expériences et puis, ça montre qu'au final la transition s'est faite presque naturellement, j'ai envie de dire, parce que tu as toujours été confronté à la data d'une certaine manière ouais, et plutôt naturellement, oui. ouais et puis tu as pu concrétiser ça avec ton 1er vrai job dans la data ensuite et bah, justement c'est la question que je voulais te poser ensuite. Comment est-ce que tu es atterri dans ton premier job dans la data, du coup en partant de toutes ces expériences et à quoi ressemblait ton quotidien peut-être? Je dirais que la force d'un profil qui est issu du métier, c'est qu'on a une connaissance métier fonctionnelle. Donc je pense que les Ce qui personnes manque, qui... si je peux me permettre, ce qui manque quand même à beaucoup de professionnels de la data, cette connaissance métier Oui, fonctionnelle, je on le est beaucoup à vois, être, je le vois au jour le jour, effectivement, on est avec les beaucoup à différents être très clients. bon technologiquement, à s'y connaître, être un crack en Python ou quoi que ce Oui, soit et mais derrière avoir de grandes lacunes dans les connaissances métiers, business c'est ça. et ce qui est parfois un vrai Et manque, même, surtout dans le métier de je dirais consultant. même relationnel, étant Tout à donné fait. que moi je l'ai vu, pas forcément chez nous, mais même autour de moi de manière générale, des personnes très brillantes dans l'informatique, pas uniquement sur la data, parce qu'ils ont évolué dans ce scope-là, ou toujours évolué là-dedans, mais dès qu'on les met dans un contexte hein, par exemple de conseil ou autre, ont peut-être un peu plus de difficultés à créer de l'accroche justement avec un client ou une personne, alors que c'est des personnes très brillantes qui font très très bien le job. Donc je dirais que c'est une force qu'on a côté métier. Donc faut utiliser ça. Et idéalement, moi, ce que je conseillerais, c'est justement de continuer à explorer la data, la donnée, en ajoutant justement cette couche de spécialité dans la mesure du possible. Donc moi j'ai En joué phase. là-dessus, en phase. Donc moi j'ai joué là-dessus. Donc suite à ma formation data analyst, moi je voulais de toute façon rejoindre le conseil. Je voulais pas être chez un client final. Pourquoi? Parce que sur mes différents rôles et différentes expériences, j'ai toujours eu quelque part ce rôle de consultant entre guillemets. J'ai toujours été un intermédiaire entre des clients et des différents services. Donc je me suis dit qu'est-ce qui s'en rapproche le mieux? Justement, c'est le milieu du conseil. Après, à savoir que le milieu du conseil, c'est pas non plus forcément ce qui pourrait correspondre à tout le monde, c'est aussi particulier. Il faut avoir cette capacité justement de jongler entre différentes casquettes, que ce soit le rôle de Ouais. consultant technique, que ce soit celui du commercial sur des avant-ventes. Enfin, il y a tout un scope en fait à prendre en compte, ce milieu relationnel qu'on a Et avec même nos passer de différents clients. différentes industries. On peut avoir un client qui est dans le domaine de Exactement, l'agroalimentaire, par exemple, puis tout à passer fait. dans 6 mois un client du domaine de l'assurance. Je dis n'importe quoi. Tout à fait, passer du public au privé C'est dans la ça. même semaine, donc De c'est la assez start-up au particulier. grand groupe, Exactement. Donc c'est particulier, donc c'est pas non plus fait par tout le monde, donc ça prend en compte pour voilà, les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent. Donc j'ai réussi à avoir justement j'ai réussi justement à rentrer dans une agence de conseil qui est spécialisée dans la data. Et c'est là où j'ai pu commencer à avoir une première expérience dans le milieu, donc directement dans l'ingénierie de données. top. Et ça s'est passé comment, si je peux me permettre, cette première expérience? Est-ce que, tu as pu rapidement mettre, la main à la pâte et est-ce que, enfin, du coup, la transition a pu s'opérer facilement par rapport à tes anciennes expériences? Est-ce que Alors tu as des oui, ouais. effectivement sur la partie, alors j'étais très vite mis dans le bain hein, sur une mission assez longue. Sur le Ce qui est côté, une chance, si je peux me permettre, ce qui est ouais, une chance aussi parce que pas mal de personnes qui, en arrivant dans leur premier rôle dans la data, surtout dans les boîtes de conseil, se retrouvent dans une longue période d'intercontrat, effectivement, ouais. et c'est une chance du coup de pouvoir, décrocher rapidement une mission. Ouais. Là pour le coup, je dirais que là où ça s'est fait naturellement et de manière assez simple de mon côté, c'est sur la partie, on va dire, analyse technico-fonctionnelle, de comprendre vraiment les besoins du métier et qu'est-ce qu'il attend concrètement des missions, que ce soit avant la mission et tout au long sur la partie suivie. Par contre, là où c'est vrai, j'ai eu plus de mal, et c'est là où il faut vraiment s'accrocher pour les personnes qui souhaitent réussir à intégrer ce monde-là, c'est sur la partie connaissances techniques.
Ouais, Étant donné qu'au départ, j'ai suivi un bootcamp data analyst, là, il y avait quand même un gap entre le métier de data analyst et l'ingénierie de données. Il est pas, c'est pas infaisable. Ça demande quand même beaucoup de temps pour rattraper justement les différents concepts, les différentes choses à voir propre à ce métier-là. Donc je pense que c'était la partie la plus difficile à ce moment-là. Mais une fois qu'on a passé justement cette étape, forcément on est beaucoup plus à l'aise par la suite, quoi. ouais. Je, Et je tu pense aussi, si je peux rajouter, euh, on est dans un secteur d'activité où il faut avoir conscience que on doit être en apprentissage continu. C'est pas le cas de d'autres métiers ou d'autres secteurs d'activité, donc il faut bien avoir conscience que dans l'informatique, de manière générale, à partir du moment où on décide d'aller dedans, il faut faire de la veille constante. exactement. Et quand je dis de la veille, c'est pas uniquement se tenir sur des news, c'est aussi pratiquer justement sur des Ouais. projets personnels, quoi. On a tous des listes de technologies que l'on souhaite maîtriser, mais la liste Exactement. devient de plus en plus grande chaque jour et au final, on n'y arrive pas. Mais effectivement, je pense que tout professionnel de la data et même de l'informatique de manière générale se reconnaîtra dans ce que tu viens de dire. Et après ce premier job, est-ce que tu peux nous raconter comment ton parcours a évolué jusqu'à ton arrivée chez Activision? Bon, S'il y a des cette étapes, première expérience, que justement, c'était une expérience de migration dans le milieu industriel. Donc moi, j'ai eu de la chance à ce moment-là de faire pas mal de R&D, de tests sur différentes solutions, on va dire plutôt open source. Et à ce moment-là, on cherchait à industrialiser un petit peu cette partie open source. Donc ça m'a ouvert des portes et effectivement, quand j'ai rejoint Activision, lors de mon onboarding, j'ai pu faire de monter en compétences sur justement Microsoft Fabric et ma première mission, qui était une mission longue, c'était en quelle année, excuse-moi, pour qu'on se situe? alors pour Activision ou juste avant. Bah, oui, enfin, quand tu as rejoint Activision, du Alors coup, quand j'ai rejoint Activision, c'était en 2025, donc récemment. OK. Donc comme je disais sur mon onboarding, j'ai pu faire une montée en compétences sur Microsoft Fabric. Et à partir de là, tout de suite, j'ai une mission longue qui est toujours en cours d'ailleurs actuellement dans le milieu aéroportuaire. Donc pareil sur un projet de migration, mais cette fois-ci sur Microsoft Fabric. L'avantage d'avoir des missions sur ce genre de nouvelles technologies comme Fabric, c'est que comme c'est très récent, il y a pas beaucoup d'experts qui ont eu de la Ouais, maîtrise dessus. Donc enfin, tu avais l'avantage qu'au final, tu étais peut-être au même niveau que les autres. Bon, évidemment, les technologies utilisées par Fabric sont assez similaires, que celles qu'on retrouve dans Databricks et Snowflake, par exemple, mais ça reste quand même un nouvel environnement et donc tout le monde démarre à zéro, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, même si voilà, on peut avoir plus de connaissances sur certains sujets que d'autres. Donc ça oui, avait peut-être cet c'est avantage. surtout ça. Ouais. Moi, c'était mon ressenti effectivement, parce que bon, la data platform Fabric est quand même très récente, à peine quelques années. C'est ça. Mais au-delà de ça, comme j'ai bénéficié d'une première expérience ailleurs, j'ai déjà les concepts voilà, sur l'architecture médaillon, sur la partie ingénierie de données. Donc après, c'est simplement de la prise en main. Et effectivement, sur Microsoft Fabric, ce qui est intéressant, c'est vraiment cette facilité d'utilisation. Tout à fait. Et du coup, là, ça fait, presque un an, c'est ça, que tu es chez Activision? Un an, oui, tout à fait, oui. OK. Et pour parler de tes projets, du coup, tu disais que tu étais sur ce projet d'aéroportuaire, c'est ça? Oui, OK. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement, sans si c'est pas indiscret, s'il y a pas c'est pas trop confidentiel? oui, bien sûr, dans la limite de ce qu'on peut dire. Mais effectivement, c'était un projet de migration. Donc l'idée, c'était de migrer différents flux SSIS OK. euh, vers, Vers euh, vers, Fabric? vers Fabric, ouais. OK. Et dans le contexte client, donc pour l'instant, ils avaient tout on-prem, ils voulaient justement migrer une partie vers le cloud Mmh. par rapport à Un différents besoin besoins. classique d'ailleurs, si je peux me permettre, Ouais, c'est vrai. c'est assez récurrent. Moi, je Ouais. voyais beaucoup de ça, surtout à l'époque de Azure Data Factory, enfin avant l'arrivée de Fabric. Mhm. On devait migrer pas mal de pipelines SSIS, les packages SSIS, les fameux, vers Azure Data Factory. Pardon. Et du coup, je vois aussi pas mal de sujets similaires avec Fabric maintenant, qui Mhm. prend la relève. Et par rapport à ces différents flux, donc moi, à ma charge, j'avais la migration des flux considérés comme complexes. Et là, on est sur la fin du projet, ça s'est très très bien passé, donc Super. on voit comment ça va évoluer par la suite, quoi. Et parmi tous ces projets que tu as pu traiter, même en comptant tes expériences précédentes, est-ce qu'il y a un projet dont tu serais particulièrement fier, qui t'a permis peut-être de monter en compétences de manière significative ou d'apprendre des choses qui te sont encore utiles aujourd'hui?
Je dirais principalement cette première vraie mission sur Fabric, étant donné que là, c'était une mission longue depuis un an, qui m'a permis quand même de balayer pas mal de choses, même en dehors de Fabric, pour aller un peu plus loin sur la partie Azure. Et ça m'a servi de base en fait par la suite sur les différents projets que j'ai pu avoir. Et surtout, comme j'ai cette double casquette, on va dire, de consultant et de commercial entre guillemets sur la partie avant-vente, ça m'a beaucoup aidé. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que le schéma classique qu'on trouve en informatique quand on débute, c'est-à-dire qu'au départ, on va être cantonné sur un rôle d'exécutant. Voilà, on va produire du code ou on va nous donner des directives. Et petit à petit, c'est voilà de chercher à être de plus en plus expert sur un scope de plus en plus large sur une techno ou un outil. Et donc une fois que tu l'as fait au tour de Fabric, ben, l'étape au-dessus, c'est justement de gérer, on va dire, la partie portail Azure, administration, etc. Donc cette mission-là, elle m'a permis d'évoluer étape par étape, hein, tout simplement, et de chercher toujours de plus en plus loin. Très clair. Tu viens de dire en plus, que tu as cette double casquette de commercial et de technique. C'est quand même une double compétence assez rare, je trouve, notamment dans les entreprises de services. J'ai Ouais. rarement vu des personnes qui avaient cette double compétence. En général, c'est soit on est commercial, on est vraiment bon dans ce que l'on fait, soit on est une bonne personne technique. Tu arrives comment à gérer, toi, d'avoir cette double compétence, Alors qui, encore déjà, une fois, est assez rare? je me substitue pas au commercial, donc là, je suis plutôt en Ouais, appui par rapport à lui. Mais c'est vrai que je, j'interviens plus en tant que support ou référent technique. Mais voilà, le but, bien sûr, quand on est dans une avant-vente, c'est aussi de conforter un client sur les tout choix, à fait. les conseils qu'on donne sur une techno, une infrastructure ou une archi. Mais au-delà de ça, il faut aussi comprendre le jeu de la vente finalement, parce que si ça se trouve, on va faire quelque chose qui va mettre mal à l'aise le client ou dans le pire des scénarios, faire en sorte qu'on rate la vente pour une raison X. Euh, donc effectivement, je pense que c'est pas à la portée de tout le monde. Généralement, dans ce type de profil-là, c'est des personnes qui sont soit déjà passées par la case commerce B2B, dans notre cas, soit généralement on fait vraiment appel à soit des profils beaucoup plus confirmés qui ont déjà de la bouteille Ouais. au niveau technique pour accompagner justement les commerciaux dans ce cadre-là. J'imagine que le fait que tu aies travaillé dans le domaine du marketing et de la finance, ça t'a également aidé à avoir cette, double compétence, commerciale Oui, et top. surtout que on a tendance à dire dans le milieu du marketing que justement pour être un bon marketeur, il faut être un bon vendeur. Et l'inverse est vrai également. Donc effectivement, de ce côté-là, ça aide beaucoup. Top. Du coup, pour ce client, je travaille sur la stack Fabric avec comme source SSIS. Est-ce que, tu peux nous parler de la stack complète sur laquelle tu bosses? Du coup, tu as déjà mentionné Fabric. Je crois que je travaille sur, Foundry aussi. Si Fonderie, tu peux ouais, nous en parler de depuis la peu, stack que tu maîtrises? depuis peu. Là, aujourd'hui, sur la stack AI Foundry, c'est plutôt sur la mise en place de RAG. Ouais, Donc c'est un sujet effectivement qui revient de plus en plus. En tout cas, moi, je le vois sur les avant-ventes. Ou même à l'occasion du dernier salon du Big Data en 2025, je voyais que le sujet central en 2025 était vraiment l'IA et j'ai l'impression tout à fait. qu'effectivement dans il y a un gros intérêt en tout cas au niveau business sur la mise en place de RAG sur l'IA sans forcément savoir comment ça fonctionne, mais ils se posent des questions, ils souhaitent tester justement des POC pour réfléchir ensuite par la suite comment industrialiser tout ça quoi. Mais c'est vrai que c'est une technologie qui a pas mal le vent en poupe. Moi, je l'ai vu côté Microsoft dans certaines conférences où, globalement, il y a 3 sujets qui revenaient très souvent: Fabric, AI Foundry et également Copilot et c'est en effet 3 sujets dont Microsoft, fait énormément la promotion et des nouveaux sujets en plus, encore une fois. C'est cool parce que tu bosses vraiment que sur des technologies assez récentes Oui. et ça peut te permettre de monter en compétences, rapidement là-dessus et Ouais, c'est surtout aussi que sur Microsoft Fabric, on a quand même pas mal d'items qui aident aussi justement à poser des bases pour la suite. C'est-à-dire que Fabric, à mon sens, est une bonne data platform si on prévoit par la suite d'intégrer par exemple de
de l'IA, on a la possibilité de créer des data agents justement en Ouais. interne pour permettre justement côté métier de poser des questions, de trouver les réponses par rapport à leurs besoins. On a un item AutoML qui permet de manière assez simple pour des profils non techniques Ouais. les embarquer sur ce côté génération de modèles pour faire du forecast ou autre. Donc je trouve que c'est une bonne porte d'entrée justement pour aussi amener ces sujets-là par la suite à des clients et faire prendre conscience que à partir du moment où ils ont acquis un certain niveau de maturité, on peut les amener au-delà sur un nouveau niveau et intégrer ce type de solution. Tout à fait. C'est une sorte de boîte à outils au final, hein. On a tous les Oui, outils dont tout à il fait. nous faut pour traiter notre donnée, que ce soit pour faire de l'IA, pour l'ingestion de données, et cetera. Et dès lors qu'on a un besoin nouveau, par exemple en IA, bah, on a tous les outils qu'il nous faut dans Fabric pour mettre ça en place. Et des outils complémentaires qui peuvent nous permettre d'aller encore plus loin, comme par exemple le Foundry que tu as mentionné, mais également pour la partie gouvernance, c'est quelque chose que je vois beaucoup, mais il y a PureView aussi qui s'intègre Purview, très ouais. bien avec la solution. Top. Alors là, on a beaucoup parlé de compétences technologiques, mais est-ce que toi, de ton côté, il y a des compétences non tech qui t'ont beaucoup aidé? Peut-être des compétences que tu as apprises du domaine militaire ou alors même de tes autres expériences dans le marketing, dans la finance? Au tout début, Ouais. tu parlais du relationnel et cetera, ça peut être ce genre de compétences-là, auxquelles je fais référence. Alors sur le relationnel, je dirais le plus important, et particulièrement dans le milieu du conseil, même si c'est valable partout, c'est l'écoute. Quand je parle d'écoute, c'est vraiment de l'écoute active, de la même manière qu'un consultant, je dirais, d'un commercial. C'est de comprendre concrètement les enjeux, les craintes, identifier les risques de la personne ou du métier en face de nous. Et également, l'écoute, c'est pas forcément foncer tête baissée quand on reçoit une demande, c'est vraiment de chercher à creuser un peu plus loin que ça. Ouais. Même la Euh, remettre en question peut-être? et de remettre en question, ouais, dans certains cas. Je dirais dans le côté relationnel, l'humain, il y a en grande partie il y a la négociation. Moi, j'estime que dans notre vie de tous les jours, en fait, on négocie tout le temps, sans forcément s'en rendre compte. Et je pense que c'est une qualité qu'il faut aller chercher. Pourquoi, si je prends dans un exemple professionnel, la négociation, c'est négocier un délai de projet, vendre une solution, comment répondre à des objections, comment agir lorsqu'on a une demande qui sort du scope initial, chercher un nouvel emploi, un client, négocier son salaire. Donc, je pense que effectivement, avoir cette brique négociation, je pense que c'est important. Top, je suis en phase et je suis encore plus d'accord sur la partie écoute. Je te rejoins clairement là-dessus et même par extension, moi je dirais même être empathique peut-être, savoir vraiment se Ouais, mettre dans les pieds, du client ou vraiment de la personne que l'on a en face pour comprendre ses besoins à lui, les enjeux surtout qui le motivent à mettre en place, le projet en question et et après, donc ouais, c'est de manière globale, ça rejoint finalement la communication. tout à fait. Ce qui est important, surtout dans notre univers, c'est ce qu'on attend de nous, c'est de faire le pont justement entre le technique et le métier. Donc effectivement, il faut savoir s'adapter à son interlocuteur. Si jamais on n'est pas capable de vulgariser un concept technique à un non technique, on va le perdre. Et justement, avec ces expériences, dont l'expérience militaire, ça m'a appris justement à trancher vite, être clair justement, Ouais. et adapter son langage en fonction de l'interlocuteur qu'on a. C'était justement une des questions que je voulais te poser, c'est s'il y a des, choses que tu as apprises de ton expérience dans l'armée, qui t'ont servi aujourd'hui dans ton rôle de consultant data. Du coup, tu y as répondu, c'est sur toute cette partie communication et peut-être réactivité sur la prise de décision. Oui, rapidité sur la prise de décision, je dirais après c'est surtout au niveau préparation ou organisation, parce que quand on a appris justement à travailler dans des environnements exigeants, euh, on apprend vite en fait à respecter un cadre, à tenir ses Ouais, engagements, à rester opérationnel sous pression et à livrer justement malgré cette pression ou toutes les contraintes qu'on peut avoir.
C'est fou parce que c'est les mêmes contraintes que le métier de consultant au final. Oui, effectivement, c'est les contraintes de temps, de délai, de beaucoup d'imprévus également. Ouais, Et c'est pour ça que je faisais le lien par rapport à ça. Donc, je pense que c'est des univers complètement différents, mais les problématiques, quelque part, sont les mêmes. Et ça m'a servi justement par la suite, et particulièrement dans le rôle de consultant aujourd'hui. parfait. Merci pour cette réponse et effectivement, c'est super intéressant de voir qu'il y a au final tellement de choses qu'on apprend de ses précédentes expériences, pas forcément dans la data, qui servent dans son rôle de consultant. C'était, ça me fait penser à la phrase de Steve Jobs qui disait Connect the dots. C'était dans un discours où il disait que plein d'expériences de son passé qui n'ont pas forcément de lien avec son rôle en tant que CEO d'Apple, par exemple un cours de télégraphie qu'il avait pris à l'université, bah, c'était plein de choses qui lui avaient servi au final dans ce rôle de CEO d'Apple, et alors qu'on pourrait penser que ça n'a absolument rien à voir. Ouais, bah, c'est un peu l'image que tu as donnée tout à l'heure sur cette notion de boîte à outils. Je pense que, tu vois, au fur et à mesure de nos expériences professionnelles, on a cette boîte à outils-là. Et à un moment donné, on est confronté à quelque chose et il faudra piocher dans le bon outil en fonction du problème qu'on a. Et parfois, justement, on a cet outil-là, donc l'expérience en question, que ce soit du soft skill ou vraiment des compétences métiers, et qui fait qu'on pourra plus facilement résoudre ce problème. Parfait. Alors, toi qui du coup a été pas mal entraîné à faire des choix, j'ai une liste de questions pour toi où je voudrais avoir ton avis, ou alors je vais même te demander de faire un choix. Typiquement, bah, une des premières questions que j'ai notées pour toi, c'est si tu devais choisir un langage de programmation à utiliser pour le restant de ta carrière, ce serait lequel? Et si possible, pourquoi? Moi, je choisirais Python, parce que bon, c'est un des langages aujourd'hui Très bon choix. parmi les plus utilisés dans le milieu de la data. Et pas que d'ailleurs, pas Et que pas dans la que, data. effectivement, pas que. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, qui sont dans la data, se reconnaîtront. Pourquoi le choix de Python? Déjà, la variété de bibliothèques qu'on peut y trouver. Et le fait que par rapport à d'autres langages, on peut aller beaucoup plus loin, on peut automatiser certaines choses, on peut faire du traitement de données à grande échelle, on peut intégrer de l'IA, construire des scripts. Donc je pense qu'aujourd'hui, si je devais choisir un langage de programmation, ce serait Python, et ce serait vraiment le langage que je recommanderais pour quelqu'un qui débuterait également dans le milieu. Je ferais le même choix, d'autant plus que c'est un langage, comme tu l'as dit, qu'on peut utiliser pour plein de domaines différents, même Ouais, par exemple le développement web, avec également. toutes les librairies faites pour ça, pour la création d'applications mobiles, etc. Vraiment, et du coup, disons que c'est un choix safe, on va dire, Mhm. peu importe ce que l'on souhaite faire dans l'informatique. Il y a de fortes chances qu'à un moment donné, on se serve de Python. J'aurais fait le même choix que toi, du coup. Ensuite, si tu devais choisir une plateforme cloud, typiquement Bah, AWS, GCP, Azure, non, ou même les ce serait Azure, étant donné que je travaille aujourd'hui avec Microsoft Fabric. C'est surtout en utilisant Microsoft Fabric, on a déjà le côté de pouvoir intégrer des données structurées, non structurées, semi-structurées dans des lakehouse. Et après, en mettant en place une solution comme Fabric, on a quand même cette prise en main qui est assez rapide, que ce soit pour les profils techniques ou métiers qu'on souhaite embarquer dans la solution. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple de le faire sur Fabric que des alternatives comme Databricks qui sont, à mon sens, un peu plus segmentées ou orientées vraiment en profil tech. On aura un peu exactement. plus de mal d'intégrer le métier à l'intérieur de la solution. C'est vrai que c'est aussi un des gros avantages de Fabric, c'est que c'est très user-friendly Oui. et donc très accessible aux collaborateurs du métier, même pour faire des tâches comme de la transformation de données qui sont en général réservées à des pros de la data engineering. Mhm. Là, ils peuvent facilement créer leur Dataflow Gen 2 en Power Query et faire Ouais. leur transformation de données sans écrire une seule ligne de code. Donc, je te rejoins là-dessus. Tout à l'heure, on disait que nous, les professionnels de la data et de manière générale, par extension, ceux qui bossent dans l'informatique, on doit toujours faire de la veille.
Est-ce qu'il y a une technologie qui est dans ta liste peut-être de choses que tu voudrais voir, que tu voudrais maîtriser pour 2026? Une technologie que tu aimerais vraiment maîtriser, à la perfection, d'ici Oui. décembre 2026? Là, justement, ce serait de creuser plus en profondeur la solution Azure AI Foundry, Ouais, et de pas me limiter justement à la mise en place de RAG, parce que cette solution-là permet d'aller beaucoup plus loin. On peut par exemple faire du multimodal, donc c'est un mix entre l'analyse justement de texte, de voix ou d'images. On a la possibilité de faire un agent service qui permet de créer justement des agents qui réfléchissent et agissent et s'orchestrent par eux-mêmes. Donc il y a plein de possibilités que j'aimerais creuser et voir dans quel scénario, quel cas d'usage on pourrait justement les utiliser. est-ce que tu as des clients qui montrent de l'intérêt pour AI Foundry en ce moment, qui te demandent, si ça peut se mettre en place rapidement, enfin, juste des clients qui montrent de l'intérêt pour la solution, un peu comme ce que moi j'ai vu personnellement avec Fabric, retour en 2023 Mhm. quand ça avait été annoncé. Est-ce que tu vois de Ouais. l'intérêt? Alors je vois beaucoup d'intérêt sur l'IA. Alors ils vont pas forcément peut-être connaître AI Foundry ou Ouais, mentionner directement la solution. Par contre, je vois de plus en plus d'intérêt euh, sur la mise en place d'un chat, d'une solution IA. Euh, et ça, peu importe, je dirais, la taille en fait du client ou de l'entreprise. Par contre, ce que je constate, c'est qu'il y a encore peu de maturité sur le sujet, donc il y a quand même un gros travail d'accompagnement, d'acculturation, de pédagogie à avoir. Et justement, bon, on est là pour les aider, pour y voir un peu plus clair. Mais je pense que effectivement, j'ai l'impression que c'est une tendance qui est en train de monter, et qu'on verra de plus en plus dans les années à venir. je le crois aussi. Ensuite, je voulais te demander si pour toi, il y a une compétence que tu trouves sous-cotée dans nos métiers de la data. Ça peut être un soft skill ou un hard skill, ou les 2, hein, Euh, si tu en as plusieurs. alors, je dirais principalement en hard skill, c'est savoir modéliser, je dirais, les besoins métiers dans un schéma de données clair. Euh, En fait, c'est comment dire, c'est plus rare qu'on ne le pense, mais c'est la base d'un projet qui tient finalement dans le temps. Euh, Parce que parfois on va foncer tête baissée à essayer de construire quelque chose sans anticiper justement les besoins futurs. Ou alors on va peut-être répondre justement à court terme à un besoin métier précis. Et finalement, on risque de se planter parce qu'on n'a pas assez creusé derrière le besoin réel du client. Ouais. Donc, alors, il y a des personnes qui vont très bien le faire, où ça va être très carré dès le départ, ils savent dans quelle direction ils vont, ils ont déjà une certaine connaissance sur le sujet. Mais pour d'autres personnes, ça peut être beaucoup plus difficile. Ou alors, on peut se retrouver je sais pas moi, sur des conflits internes, voilà, des choses qui nous dépassent aussi, qui sortent de notre scope. Mais il faut savoir justement les analyser, les prendre en compte. Et je pense que ça, c'est quand même sous-côté, justement, cette partie, je dirais, analyse et vraiment transformer un besoin métier concret. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure par rapport à l'écoute et à la communication. Au Ouais, final, si on ne cherche pas à bien comprendre les besoins du client, même à le challenger, à le remettre en question, on peut souvent finir sur un projet qui, au final, ne répond pas aux besoins. effectivement. Pas parce que, il y a eu une mésentente ou quoi que ce soit, juste parce que ça n'avait pas été bien défini dès le départ. Sur la définition, ou alors même on se rend compte que ça peut être un problème de perception aussi également. Oui. C'est-à-dire qu'on a cadré la chose ensemble, mais au final, c'est perçu différemment et on se rend compte qu'à la livraison, ah ben mince, c'est pas ce que j'attendais ou un certain jalon. Euh, donc je pense que pour moi, c'est vraiment une compétence qui est sous-cotée et dont on parle peu en fait Ouais. dans le milieu. Et en termes de soft skills, bah, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment l'écoute mais surtout la capacité à poser les bonnes questions. Euh, Comme je disais, faut éviter en fait de se jeter dans du code ou dans des choses sans vraiment avoir clarifié pourquoi on le fait, quelles décisions doivent être prises, Ouais, tout à fait. quel est le vrai pain point justement du métier. Et c'est tout ce travail en fait
qui doit être fait, et il est fait uniquement via une série de questions qu'on peut poser, mais surtout en posant les bonnes questions. Tout à fait. Et c'est vrai qu'on est beaucoup d'ingénieurs data ou même de data analystes à rapidement sauter sur la partie technique, sans encore une fois bien cadrer en amont les besoins concrets. Ensuite, parmi tous les projets sur lesquels tu as pu travailler, est-ce que tu as une préférence en termes de taille d'entreprise? Est-ce que tu as une préférence pour les startups, les scale-up ou encore les grands groupes? Ou alors tu peux même dire les trois, ça me dérange pas que tu me Alors, donnes une réponse. aujourd'hui, j'ai pas de préférence particulière. Par contre, ce qui me parle le plus aujourd'hui, c'est de travailler plutôt dans un environnement qui mélange à la fois la vitesse d'exécution, mais qui arrive à garder quand même une autonomie qu'on retrouve plutôt dans une startup, Ouais, et qui a quand même un minimum de structure et de vision long terme. Donc c'est pas forcément propre à la taille d'une entreprise, mais je pense que c'est surtout par rapport à sa capacité justement à exécuter rapidement des tâches ou des choses, de tout de suite tester, euh, et garder une certaine flexibilité, parce que on peut se retrouver dans un contexte où généralement quand on trouve dans les grands groupes, où avant de mettre en place quelque chose, il nous faut 15 000 autorisations. Euh, mais voilà, ce contexte-là, on peut aussi le retrouver dans une petite structure, donc c'est pas ouais. forcément lié à la taille de l'entreprise. C'est vrai que chacune de ces structures a ses avantages et ses Ouais. inconvénients. Dans les startups, en général, on peut faire les choses rapidement, on obtient les droits facilement, on a beaucoup de flexibilité, mais parfois on manque de ressources, Mhm. notamment financières. Là où dans les grands groupes, c'est tout l'inverse. On a généralement beaucoup de ressources financières, mais voilà, il faut attendre 3 semaines pour avoir certains droits. On est limité par, telle équipe, qui est responsable de telle chose. Mhm. Donc Ouais, voilà, c'est vraiment vraiment je suis cette notion pour moi d'autonomie et de vitesse d'exécution. top. Ensuite, je voulais te demander, quel est pour toi ton meilleur investissement de carrière? Par exemple, est-ce que c'est une certification qui t'a ouvert beaucoup de portes? Est-ce qu'il y a un projet que tu as mené, une formation, un mentor ou vraiment même une chaîne YouTube, sur lequel tu as décidé de suivre et t'investir beaucoup dessus? Moi, je dirais plusieurs choses. Déjà, c'est d'avoir fait le pas dans de la data. Donc, c'est déjà d'avoir suivi un bootcamp. Donc, dans mon cas, c'était un bootcamp. Pour d'autres personnes, ça peut être justement une reconversion en suivant un bachelor ou un master dans le milieu. Mais il faut déjà avoir, je dirais, cette première couche de connaissances et de compétences. Donc, ça commence déjà par de l'apprentissage. Euh, et ensuite, le meilleur investissement, c'est d'avoir conscience, comme je disais tout à l'heure, qu'on doit être en mode apprentissage continu dans le milieu. Ouais, Et voilà, moi je me suis fixé une rigueur où régulièrement, voilà, j'ai des temps dans la semaine où je me consacre à faire de la veille, à explorer un petit peu des choses qui ont été partagées par des personnes, ou de faire des projets quand j'ai le temps. Donc il y a cette notion d'apprentissage continu. Et ensuite, je dirais, c'est de se spécialiser justement sur du fonctionnel ou métier. très Donc bien bien. sûr, tout ça, ça se fait pas en une fois, ça viendra avec le temps et l'expérience. Mais je dirais que c'est ces différentes briques qui ont été le meilleur investissement pour moi. C'est un investissement, on va dire moyen terme au C'est minimum. ça, oui. On arrive sur la fin de l'épisode, Florian. J'ai 3 dernières questions pour toi. La première étant, si tu devais donner un ou plusieurs conseils à quelqu'un qui, veut travailler dans le monde de la data et peut-être même une personne qui veut entamer une reconversion comme toi tu as pu faire, quels conseils est-ce que tu pourrais donner à ces personnes qui voudraient suivre tes pas typiquement? Je dirais déjà Alors, il y a plusieurs points. Je dirais déjà de travailler ses fondamentaux. C'est vrai que quand on a un profil débutant, on se dit, bah mince, je suis dans un océan de choses, d'outils à De apprendre. technologie à apprendre? Voilà, de pas courir après tout, de vraiment se contenter au début des fondamentaux, de vraiment bien les maîtriser, de s'assurer qu'on comprend ce qu'on fait par rapport à ces fondamentaux. Ensuite, ça c'est un truc que je vois malheureusement trop souvent, c'est des personnes qui n'ont pas pris le temps forcément de construire un portfolio de projets perso.
Et ce que j'entends par portfolio et projet perso, c'est vraiment de chercher, par exemple, des jeux de données qui ressemblent à la réalité, c'est-à-dire de pas prendre des trucs académiques, par exemple des jeux de données Titanic ou Covid. Ouais, sur ta Euh, gueule. voilà, faut complètement sortir de ça. Prendre Ou juste même, je dirais, je peux me permettre d'interrompre, juste, enfin, ne pas se contenter de simples fichiers CSV qu'on ouais, clique et qu'on dépose. c'est ça. Donc essayer vraiment des données, même si elles sont fictives, hein, c'est pas le souci, mais avoir Ah, tout à fait. des données qui sont assez proches du réel, hein, qu'on peut retrouver dans des contextes marketing, financiers, au niveau des ventes, etc. Et ensuite, une fois qu'on a ces jeux de données, c'est de surtout répondre à des problèmes qui parlent au métier. Pourquoi? Parce que voilà, quand on va débuter, forcément, on va chercher une première expérience. Et la première personne qui va lire justement votre portfolio, c'est pas un profil technique, ça va être un profil RH. Donc déjà, il y a cette capacité de vulgariser. Et ensuite, la personne doit se dire, ok, ben, cette personne, elle comprend plus ou moins les problématiques qu'on peut rencontrer. Bah ok, on va l'appeler. Et au-delà d'un recrutement, bien sûr, c'est de pouvoir en fait tout de suite être opérationnel sur la partie, on va dire, connaissance métier. Ensuite, pour moi, une des compétences qu'il faut absolument maîtriser, c'est la vente. Dans deux cas de figure, je dirais que la première, Même pour un c'est... profil technique, tu dirais? Ouais. Pourquoi? OK. Parce que il y a deux cas de figure. C'est apprendre à vendre et apprendre à se vendre. Ouais, Parce qu'on peut être très très bon, on peut être le meilleur du monde, hein, sur une techno, sur un langage de programmation, mais si on sait pas se vendre, ben, on fera jamais appel à nous. Et pareil, à tout à fait. vendre, c'est pas forcément vendre un service ou un produit, c'est aussi savoir vendre. On rejoint là la partie négociation, mais c'est vendre une idée, un projet, la mise en place de quelque chose. Donc je pense que pour moi, c'est vraiment une compétence essentielle à acquérir et qui servira de toute façon toute notre vie. Ouais. Et pour les personnes justement qui nous écouteraient, qui seraient data analyst ou qui souhaiteraient se reconvertir en tant que data analyst, je pense qu'aujourd'hui, à mon sens, il faut aller un peu plus loin que ça et quand même toucher un peu plus à la partie ingénierie de données Ouais, et se diriger à un moment donné vers un poste un peu plus hybride comme on peut retrouver sur les postes d'analytics engineer. tout à fait. On a d'ailleurs une très jolie certification Fabric, pour le Exactement. rôle d'analytics engineer. Et oui, je te rejoins clairement là-dessus, surtout pour les data analysts. Je pense que c'est un investissement très intéressant de voir, ce qui se passe côté data engineering. Cette double compétence peut vraiment ouvrir pas mal de portes et en plus, beaucoup d'entreprises cherchent des profils un peu hybrides comme ça, des Mhm. profils qui savent à la fois créer les pipelines, déployer des notebooks Python, SQL et aussi pouvoir modéliser les données et faire les rapports Power BI. C'est en effet un rôle, qui a pas mal de vent en poupe aussi en ce moment. Donc oui, je te rejoins là-dessus. Et le dernier conseil que je dirais, c'est de pas courir après toutes les technos. Ouais, On est tous passés par là, je pense, en tant que débutants, clairement mais et on fait tous l'erreur, j'ai l'impression, on fait et tous on l'erreur, apprend. je l'ai également fait. Moi Mais aussi. il faut se concentrer vraiment sur une stack qui nous permet justement de faire et l'ingestion de transformation et la partie analyse de données, et vraiment se concentrer vraiment sur cette stack-là et de chercher à la maîtriser que de tout faire et au final rien maîtriser. Exactement. Prendre une stack technologique, une techno, maîtriser, enfin tout voir à l'intérieur, maîtriser, la solution parfaitement et une fois que, on se considère bon là-dessus, pourquoi pas, s'étendre à d'autres technologies, qui sont peut-être complémentaires avec la technologie initiale. Bah, tu vois, comme on parlait de Fabric, ça peut être intéressant si une personne souhaite se lancer, dans la data engineering sur Azure, c'est de maîtriser Fabric, de fond en comble et si la personne a envie d'apprendre une nouvelle techno, pourquoi pas apprendre des technologies, on va dire complémentaires à Fabric comme Mhm. Pureview ou encore AI Foundry, Ouais. histoire de pouvoir, élargir sa palette et créer des espèces de synergies, en fait, entre ces différentes technologies. Donc, je te rejoins là-dessus. Est-ce qu'il y a une ressource que tu recommanderais à nos auditeurs? Ça peut être un blog, un livre, une chaîne YouTube, pas forcément en lien avec la data d'ailleurs, hein, même quelque chose,
liées à des soft skills qui pourront servir, peu importe le domaine? Ouais. Je dirais sur YouTube, moi personnellement, je suis plusieurs chaînes. Il y a par exemple la chaîne de Ansh Lamba, qui est plutôt orientée data engineering, mais sur plusieurs technos. Tu ça comment, Euh, excuse-moi? c'est Ansh Lamba, donc c'est écrit ANSH OK, espace LAMBA. OK, je connaissais pas. Qui vend d'ailleurs quelques formations, si je dis pas de bêtises, sur Udemy. Ce qui est intéressant, c'est qu'il montre vraiment des projets de bout en bout, avec des vidéos assez longues, de plusieurs heures, voire très très longues même. Donc je pense que pour un profil débutant, ça peut être pas mal pour commencer déjà à explorer une nouvelle techno, et de tester directement à l'aide de ces vidéos des projets perso. Sinon, côté Microsoft Fabric, j'aime pas mal la chaîne de Alexis Partanen, Ouais, je la suis aussi. Une mine d'or qui d'informations. publie effectivement qui publie pas mal de vidéos sur des sujets même des fois très spécifiques, hein, sur Fabric. Et après, je recommanderais, alors là, c'est plutôt orienté milieu financier, pour du trading quantitatif ou de l'asset management. C'est la chaîne de Roman Paolucci. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de ces vidéos, il partage dans un GitHub en fait, euh, tout le code en fait Ouais. Python, qui présente justement en termes de résultats sur ces vidéos. Donc les gens qui souhaitent s'orienter justement dans la partie finance pourront trouver pas mal de contenu intéressant là-dessus. Super, merci pour ces recommandations. Par contre, j'ai pas réussi à avoir le nom de la première chaîne que tu as mentionnée. Alors c'est Ansh Lamba, donc c'est ANSH. ANSH. OK, ah, je crois que c'est bon, j'ai trouvé, autant pour moi. Je te demandais de le répéter au cas où enfin, pour certains de nos auditeurs qui ne l'auraient pas eu. Ah oui, effectivement, ouais, je le connais aussi, j'étais déjà tombé sur 2-3 tutoriels de sa part. Il y a des vidéos très très longues. Il balaye pas mal de techno orientées data engineering. Et je pense qu'on peut, n'importe qui pourrait y trouver au moins une vidéo Ouais. Il est intéressante en très fonction de actif ses aussi. maîtrises. Il est très très actif. Ouais. Top. Et après Du coup, sur je vous recommande LinkedIn, aussi, et sinon sur LinkedIn pour faire un petit peu de veille, moi je recommande déjà de te suivre, parce que merci beaucoup. tu fais partie des personnes qui publient, je dirais, le plus rapidement justement sur les dernières nouveautés concernant Fabric. Il y a toi, il y a Enzo Rido également, Ouais. qui est très actif de ce côté-là. Qu'on Euh, verra, j'espère, dans ce podcast-ci d'ailleurs. je peux recommander aussi Gaël Penesso, qui est plutôt orienté sur la partie data analyse ou Python, qui est également très actif sur LinkedIn. Et puis voilà, après, c'est comme je dis, comme le propre du data engineering, après, enfin, on passe beaucoup de temps à chercher justement de l'information, des solutions. Donc après, c'est à chacun de chercher aussi qu'est-ce qui lui correspond en fonction de où est-ce qu'il en est dans son parcours et des technos qu'il cherche à maîtriser, quoi. Tout à fait. Merci pour cette réponse et pour les recommandations. Et pour terminer, Florian, est-ce que tu peux dire où est-ce qu'on peut te suivre ou te contacter si jamais on souhaite te poser des questions? Parce que je pense que ça il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par ton parcours et qui voudraient peut-être, suivre tes pas. Oui, bien sûr. Donc, on peut me suivre sur LinkedIn. Donc, on pourra partager directement Le le lien lien sera dans la description, bien sûr. de mon profil. Donc, je suis très actif sur LinkedIn. Donc, voilà, n'hésitez pas à me suivre. J'essaye de publier sur un rythme d'au moins une fois par semaine, principalement sur Fabric et prochainement sur la partie Azure AI Foundry. Donc, voilà. Donc, si les personnes souhaitent me contacter, ce sera avec plaisir. Je prends toujours le temps de répondre à toutes les sollicitations. Merci Florian. Encore une fois, bien sûr, tous les liens seront dans la description. N'hésitez pas à suivre Florian et je suis aussi tes posts et si tu comptes également poster du contenu sur AI Foundry, ce sera super intéressant parce que je trouve que c'est encore une technologie très niche. On trouve pas Ouais. beaucoup de contenu là-dessus, surtout en français Effectivement. Oui. et En français, on n'en trouve pas, à ma connaissance, et même sur le contenu anglophone, ça reste quand même très limité. c'est ça. Bon, il y a le côté justement nouveauté qui rentre en jeu, euh, mais je pense que effectivement, sur le milieu francophone, il faut qu'on commence à publier et créer justement, pourquoi pas, une communauté autour de l'IA Foundry. Clairement.
ou même sur l'IA côté Microsoft. Également, Il y a la chaîne YouTube de Philippe Payola, je sais pas si tu connais, qui publie pas oui. mal de contenu là-dessus. Et c'est aussi une de mes recommandations personnelles, si je peux me permettre. Parfait. Bah, écoute, merci beaucoup Florian. J'ai pu te poser toutes les questions que je voulais. C'était très clair. Merci pour toutes ces réponses et pour même ta sincérité dans les réponses. Et bah, c'était super cool. Je sais pas si tu as des choses à rajouter de ton côté. En tout cas, merci de m'avoir invité sur ce podcast, Donc, je suis très ravi. J'ai pas spécialement d'autres choses à ajouter. Quoi qu'il en soit, pour les personnes qui nous écoutent, et surtout celles qui cherchent à débuter dans le milieu ou de se reconvertir, bah, tenez bon. La première année est pas forcément l'année la plus agréable, je dirais c'est la plus difficile. Mais une fois qu'on a fait ce cap, qu'on a traversé cette étape en fait d'emmagasinement de connaissances, de passer certaines difficultés, on est beaucoup plus à l'aise par la suite et on prend vraiment du plaisir à faire ce qu'on fait. Et rester passionné par ce qu'on fait. Ouais. Le premier pas est toujours le plus dur à faire, mais après ça, en général, ça va plus vite et c'est plus agréable. Parfait. Merci à tous. Merci à tous les auditeurs. Et encore une fois, tous les liens pour, enfin, le lien de la page LinkedIn de Florian sera dans la description. N'hésitez pas à le suivre et à lui poser des questions si vous le souhaitez. Et voilà. Merci encore, Florian. Merci Et à toi, Mickaël. on se dit à la prochaine pour un nouveau podcast. Salut à Merci à tous. toi. Salut.